Once upon a time, Michel Legrand. Michel Legrand, j'ai une histoire un peu particulière avec lui. C'est que je l'ai connu lorsque je n'étais pas né. Ma maman, lorsqu'elle m'attendait, écoutait The Windmills of Your Mind, la version américaine de cette chanson incroyable qui lui a valu un Oscar. Et comme tu le sais, le fœtus enregistre tout, toutes les vibrations, toutes les sensations, les émotions. Et lorsque je suis venu au monde et que j'ai entendu cette musique, à chaque fois j'avais une émotion qui était entre une joie intense et une peine assez forte. Donc ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, c'est étrange quand même que cette chanson m'amène à ça, et ça m'a emmené à me renseigner sur Legrand. Et puis aussi, étant enfant, il y avait cette fameuse série télé en France qui s'appelait « Il était une fois l'espace », « Il était une fois la vie », enfin toute cette série de « Il était une fois », où Michel avait fait la musique. Et pareil, c'était un peu la même chose. Quand je me retrouvais confronté à des musiques de Legrand, il se passait quelque chose chez moi. Tout de suite, j'adhérais à sa patte, j'adhérais à son style. Et le choc, ça a été Yentl. Yentl en 83. Alors là, ça a été vraiment d'abord parce que le film est juste exceptionnel. C'est pour moi un film de chevet. Et puis parce que je fais partie de ces gens qui considèrent que la partition que Michel a mis sur Yentl est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle. Ce qui, moi, m'est apparu en faisant le film, c'est effectivement de me rendre compte à quel point les musiques de Michel Legrand ont jalonné nos existences. C'est assez fantastique de se rendre compte surtout que la plupart des thèmes cinématographiques qu'on aime, c'est lui qui les a faits, quoi. Et ça nous amène à quelque chose qui est une constatation et pas du tout quelque chose de négatif, mais Michel faisait partie d'une époque où on avait des compositeurs qui créaient vraiment des thèmes qui étaient encore mémorables. Alors non pas qu'aujourd'hui on n'ait pas de bons compositeurs, on a d'excellents compositeurs, mais très étrangement, on est moins dans la culture du thème. Là, avec Legrand, on se rend compte à quel point, que ce soit de Summer 42, enfin un été 42, voilà, The Windmills of Your Mind, Les Moulins de mon cœur, que ce soit Les Demoiselles de Rochefort, que ce soit Les Parapluies de Cherbourg, tous ces thèmes-là, on les connaît, on les a entendus quelque part. Et ce qui est très intéressant, c'est que même la jeunesse les a entendus. Parce que les parents se sont projetés à la maison, les films en Blu-ray, en DVD, je ne sais quoi, ce qui fait qu'il y a quand même dans la culture, même de la jeunesse, une reconnaissance du style Legrand. Quand j'ai commencé à faire ce film, les premiers producteurs que j'ai approchés, ou voire même les distributeurs, me disaient « C'est extraordinaire, Michel Legrand, on adore, c'est bien évidemment la légende qu'on connaît, mais en même temps c'est un vieil homme. Et on n'a pas envie de voir un vieil homme au cinéma. » Et ça, je tiens vraiment à ce que ce soit dit, parce que je me suis battu contre ça. C'est-à-dire que contre l'avis de pas mal de gens, j'ai écouté une voix intérieure et je suis allé filmer cet homme-là. Et j'ai envie de dire, des fois, il faut se fier à cette intuition, parce que finalement, est-ce que, quelque part, je ne me suis pas douté qu'il allait se passer quelque chose, ou est-ce que peut-être Michel, dans notre première rencontre, m'a fait sentir quelque chose. Ce qui est certain, c'est que si j'avais écouté certains producteurs, ce film n'existerait pas. Et on n'aurait pas ces derniers instants, qui sont certes très émouvants, je ne pense pas tristes, mais très émouvants par rapport à la sensibilité que Michel a emmené à ce dernier concert. Michel racontait les histoires en musique comme personne. Legrand, il portait vraiment bien son nom. C'était vraiment un objectif que je m'étais fixé de rester dans le cadre musical. Alors, ce qui m'a emmené à sortir un peu du cadre musical, c'est le fait que je me suis retrouvé confronté à une réalité. Michel est tombé très vite malade. Et ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que le film tel qu'il est aujourd'hui n'a pas été prévu. Ce n'est pas ce que moi j'avais envisagé. Et pas avec Michel en tout cas. Avec Michel, on s'était dit qu'on allait faire un documentaire où je le mettais en scène, où il allait participer à la finale. Et donc ça a changé la donne. Néanmoins, même si on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus intime, et finalement, j'ai envie de dire, c'est malheureux et en même temps très heureux, puisque je me suis retrouvé là au bon moment pour pouvoir capter ces moments-là, il n'empêche que j'avais vraiment envie que ça passe par l'émotion musicale. Et ça n'a pas été une mince affaire sur le film, parce que, vous pouvez vous en douter, sur le plan des droits, c'est quand même une usine à gaz. Parce qu'on est sur des œuvres qui sont partout dans le monde. On est chez Universal, on est chez Warner Chappell, on est chez Sony, on est chez des tas d'autres petits éditeurs. Et ça a été très complexe de monter le film. Mais on y est arrivé. On y est arrivé aussi parce que derrière, on a réussi en fait à convaincre les gens de l'édition musicale de venir dans cette histoire-là et de faire exister ce film.
Quand il entre sur scène, c'est quelqu'un qui rajeunit de 20 ans. Des fois c'est une douleur, des fois c'est une joie, mais je vais vous faire une confidence, il n'y a pas une fois où je pleure pas. Je n'arrive jamais, et pourtant le film je l'ai vu 70 fois, je suis toujours saisi par la sincérité avec laquelle Michel s'est laissé aller à la fin du film. Je pense que c'est un cadeau incommensurable que nous a fait cet homme-là, de dire voilà, il savait que c'était son dernier concert, et il l'a donné. Il nous a donné toute la sincérité, tout l'amour qu'il avait ce jour-là. Il y avait un constat, en fait, une fois que ces images ont été terminées, c'est-à-dire comment on va amener le public à comprendre certaines choses dont il nous aurait fallu un certain temps, quand même, uniquement par les images, pour pouvoir amener, encore une fois, le public à avoir une compréhension assez simple de ce qu'on racontait. Et il y avait une envie aussi de ma part, assumée, c'était de dire à cet homme « je vous aime » en fait, simplement. Donc, à un moment donné, on est venu me voir, pardon de le répéter, mais c'est une réalité. Hein. On m'a dit « votre film est beaucoup trop personnel, et ça n'intéressera personne, et ça n'intéressera pas les spectateurs. » Et je vous jure que c'est vrai. Vraiment, on m'a dit ça. Et bizarrement, mes coproducteurs, notre distributeur du Lac, formidable, Sophie Dulac, m'ont dit « non, vous ne coupez rien, et vous mettez tout ce qui vous concerne, tout ce que vous voulez mettre, qui est de vous, vous le mettez. Parce que ça va intéresser un certain public. » Moi, je ne connaissais pas Michel Legrand. Moi, je suis arrivé avec une envie de connaître Michel Legrand. Et c'est ça, peut-être, qui fait la différence. C'est que j'ai tout appris en allant me renseigner, en le rencontrant, en passant 2 ans avec lui, en allant interviewer quasiment 80 personnes. Hein. Et ce sont ces gens-là qui m'ont appris quelle était l'histoire de Michel. Donc, je suis arrivé à la fin du film, je connaissais mieux l'homme. Je l'ai connu émotionnellement pendant le film, je l'ai connu historiquement après le film. Quand effectivement le public a commencé à venir me voir sur les réseaux en me disant « écoutez, on a vu votre film, ça nous parle, ça parle de telle période de l'histoire américaine, française ». Alors oui, là j'ai pris conscience effectivement qu'on était aussi avec un documentaire qui pouvait retracer l'histoire de la musique au cinéma. Michel m'a appris qu'il a démarré la musique aux États-Unis. Hein. Sa carrière américaine a commencé chez Henry Mancini. Quand il est arrivé aux États-Unis, Mancini a mis le grappin sur Legrand en disant « J'ai vu ce que vous avez fait en France, je ne vous connais pas, j'adore votre musique, je veux que vous soyez l'un des nôtres. » Et quand il est arrivé chez Mancini, au piano à ce moment-là, il y avait un jeune de 24 ans qui s'appelait John Williams et qui était pianiste pour Mancini. Et a démarré une histoire qui a duré... Enfin, Michel me disait qu'il s'appelait tous les mois. Tous les mois, il s'appelait avec John pour se parler, pour se donner des nouvelles. Et c'était vraiment une amitié incroyable. Quand vous rencontrez un homme qui vous fascine depuis toujours, vous ne pensez pas de façon cartésienne. C'est-à-dire vous ne pensez pas découpage technique, scénario, qui sont évidemment les règles de l'art. Mais là, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est vraiment fait... Tout s'est fait sur le plan de l'émotion. Mais absolument tout s'est fait sur le plan de l'émotion. Et je peux vous garantir, aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, rien dans ce film n'est calculé. Rien. Rien n'est calculé. Tout a été fait en répondant à des ressentis émotionnels. On n'était pas avec mes monteurs, Margot et Vincent, pour ne pas les nommer, on n'était pas là à se dire « bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que le public adhère ?» Pas du tout. C'était pas ça. C'est comment ça va se passer quand on va livrer ce film où on a mis toute notre émotion. Nous, notre plus grande peur, c'était qu'on nous dise « oh là là, c'est pas possible, c'est trop personnel, c'est trop émotionnel, c'est trop tiré par les cheveux. » Et pas du tout. En fait, pas du tout. C'est là où je suis vraiment très content, c'est le public. C'est de voir les réactions du public. Que le public nous écrive, on reçoit des messages, mais toutes les semaines. Et je dis ça sans aucune prétention, parce que c'est un véritable bonheur pour moi. C'est un bonheur de lire des messages de la part de spectateurs qui me disent « votre film, c'est un bijou émotionnel ». De qui je peux avoir peur ? La postérité, je m'en tamponne.